Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. En banlieue, on sensibilise sur les bienfaits du reboisement. Certains citoyens déplorent que certains habitants ne plantent plus d'arbres. Colère des membres de la Fédération nationale des ferrailleurs et recycleurs. Ils fustigent la décision des autorités interdisant l'exportation de la ferraille. Ces derniers réclament une enquête parlementaire pour faire le point sur la situation dans leur secteur. Et puis, la rubrique Portrait du jour nous amène ce soir à la rencontre d'Alun Badara Diallo, un passionné de l'élevage. Depuis 15 ans, il s'active dans ce business, peintre de profession. Alun parvient toujours à allier les deux. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse à la forêt classée de Mbao sous le sceau du droit foncier des femmes. L'accès à la terre et au foncier est une réalité à la forêt de Mbao avec un périmètre maraîcher dédié aux femmes selon les autorités. Je vous propose d'ailleurs de suivre les explications du colonel Babakar Ndjon. Il est le directeur adjoint des eaux et forêts. Il est ici au micro de Babakar Sek. Qui connaît un peu les difficultés d'accès au foncier pour les femmes, donc leur dédier une journée mondiale est assez juste. Et cela permet de montrer le rôle crucial que les femmes jouent dans les activités de production, mais dans également les développements économiques et sociaux des différents pays du monde. Et l'accès au foncier est une réalité ici au niveau de la forêt classée de Mbao. Parce que depuis le démarrage de la mise en œuvre du plan d'aménagement, les femmes ont intégré les activités et sont entièrement impliquées et responsabilités des activités productives. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aménagement forestier peut avoir plusieurs objectifs. Des objectifs de production de bois énergie, de bois d'œuvre, mais également des objectifs de production et de restauration et de réhabilitation. Pour la forêt classée de base, c'est des objectifs de réhabilitation, de restauration, mais de conservation. Et ces activités ne peuvent se faire sans les populations riveraines. Et c'est pourquoi donc, les femmes riveraines de la forêt classée de Mbao, qui habitent les 8 villages qu'on a cités tout à l'heure, sont organisées en groupement, en GIE, et travaillent pour développer des activités maraîchères, des activités horticoles, mais également des activités apicoles, sous l'encadrement de la coordination du plan d'aménagement. Nous restons donc dans le cadre de la célébration de cette journée en banlieue. Certains citoyens pensent que l'État doit profiter de cette journée dédiée à la lutte contre la désertification pour sensibiliser les populations sur les bienfaits du reboisement. Ces derniers déplorent le fait qu'en banlieue, les habitants ne plantent plus d'arbres. C'est un reportage signé Boudandiach. Auparavant, dans la banlieue de Dakar, les populations plantaient des arbres dans les maisons et dans les quartiers. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Auparavant, il y avait des arbres. Il y avait des arbres. Nos voisins plantaient des arbres ici, mais à leur construction, ils ont déterré tous les arbres et l'enlevé. Et pour cela que la rue est très rétrécie, c'est 10 mètres pour passer. 10 mètres, c'est seulement une ruelle. Une ruelle, pour planter une ruelle de 10 mètres, vous plantez un arbre et nous connaissons la grandeur d'un arbre. L'arbre est très géant. Ses racines s'enfoncent dans le sous-sol et s'agrandit. Hein? Et ça va faire des fissures au niveau des bâtiments. Ici, nos bâtiments, ce n'est pas du tout confortable. Pour Momodou Astafal, les habitants de la banlieue doivent reprendre cette habitude, vu l'importance du reboisement dans la lutte contre la désertification. À chaque fois, chaque année,
chaque moment, je suis très fier d'arroser les arbres. Moi, quand je vois un arbre, c'est comme un enfant pour moi. C'est parce que c'est très important dans la vie. Respecter les arbres, c'est respecter la société, c'est respecter les humains. Parce que plus vous avez des arbres, plus vous avez de la pluie. Si la basse Casamance est très aimée, respectée par les touristes, c'est à cause de ces arbres. Donc, je lance à tous les jeunes, je lance aussi aux agents des eaux et forêts ainsi que les autorités étatiques locales de respecter ce jour. Et prochainement, bon, peut-être aujourd'hui c'est la journée de l'environnement, mais les gens n'étaient pas bien avertis que prochainement, que ces autorités prennent toutes les dispositions nécessaires pour lancer une sensibilisation et permettre aux jeunes de participer au reboisement. Cette journée de lutte contre la désertification doit permettre à l'État de sensibiliser davantage la population sur les bienfaits du reboisement et les conséquences néfastes de la désertification. Je le disais en titre, interdiction de l'exportation de la ferraille. Les membres de la Fédération nationale des ferrailleurs et recycleurs du Sénégal fustigent cette décision. À Kaolack, ces derniers réclament une enquête parlementaire pour faire le point sur la sensibilisation dans le secteur de la ferraille. À Kaolack, nous retrouvons nos correspondants permanents Adamassar et Astoumbaye. Les membres de la Fédération nationale des ferrailleurs, brocanteurs et recycleurs du Sénégal sont en colère. Réunis à Kaolack, ces derniers dénoncent la situation dans laquelle se trouve leur secteur. Le ministre des Finances, M. Ba, avait signé une lettre ministérielle qui a interdit l'exportation des produits ferreux et des produits non ferreux. Situation que nous dénonçons. Pourquoi? Parce que ici au Sénégal, nous avons des industriels qui ne peuvent prendre qu'un type de ferraille. Et que ce type de ferraille est interdit à être exporté. Actuellement, les usines sont suffisamment ravitaillées concernant ce genre de ferraille. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a une ferraille qu'on appelle la fonte, que les usines ne peuvent pas consommer. Et aujourd'hui, c'est interdit qu'on exporte cette matière. C'est ce que nous dénonçons. Nous demandons au ministre, M. Abdou Karim Fofana, de se ressaisir et de se rapprocher auprès des ferrailleurs pour qu'ils puissent détenir la vraie information. Parce qu'il a commis une grosse erreur le 26 avril en fermant et les produits ferreux et les produits non ferreux. Sur ce, il demande une enquête parlementaire. Le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, avait demandé qu'on fasse une enquête dans le secteur de la ferraille avant de fermer l'export. Rien n'a été fait. Et c'est pour cela aujourd'hui que nous lançons un appel aux députés, qui sont des représentants du peuple, de faire une enquête parlementaire pour qu'on puisse savoir ce qui se passe réellement dans le secteur de la ferraille. Parce que nous pensons que ces industriels-là n'ont pas la capacité qu'elles réclament tout auprès de nos autorités. Et pour savoir la vérité, il faut qu'il y ait une enquête indépendante. C'est pour cela que nous lançons un appel à nos représentants parlementaires pour qu'ils viennent nous rejoindre sur le terrain, pour qu'on aille ensemble pour faire une enquête parlementaire afin de savoir là où se trouve la vérité. Le deuxième point, c'est que depuis quelque temps, les ferrailleurs commencent à quitter le secteur informel pour aller vers le secteur formel. Ça veut dire qu'ils se formalisent. Et là, nous demandons l'accompagnement de l'État. Selon le président de la Fédération nationale des ferrailleurs, plus de 70 000 emplois sont menacés. Adamassar, visite d'une délégation du Haut Conseil des collectivités territoriales dans le département de Tivaouane. C'est pour s'enquérir de la situation des personnes impactées et déplacées à cause des travaux de la société minière La Grande Côte Opération. GCO pour la délégation du HCCT. Donc la délégation recommande la réflexion de la piste de production, la formation, mais aussi la promotion de l'emploi des jeunes. Isidore Alexandre Sen. La commission des affaires foncières du Haut Conseil des collectivités territoriales s'est enquise de la responsabilité sociétale de l'entreprise Grande Côte Opération dans la zone de Diogo. Beaucoup de réalisations constatent les hauts conseillers qui pensent que la Grande Côte Opération peut mieux faire. La piste de production, qui est une piste latéritique qui soulève de la poussière, ce qui n'est pas bon pour la santé des populations. Si GCO, ils l'ont dit tout à l'heure, qu'ils sont en train de faire des études, ils sont en train aussi de faire des réalisations, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'arroser, mais ce n'est pas suffisant.
par rapport à ce que les populations ont réclamé tout à l'heure, le renforcement de capacité des populations, le renforcement de capacité des jeunes, la formation des jeunes pour les amener à pouvoir trouver un emploi décent. Grande Côte Opération prend note, non sans manifester sa volonté de soutenir encore les populations riveraines. Leur appréciation, leur visite aujourd'hui redonne de l'élan à GCO. Ça montre que ce que nous sommes en train de faire est regardé. Et ce serait une validation, une première validation officielle qui nous permet encore de redoubler d'efforts en tenant compte de tout ce que les populations ont eu à dire en termes d'emploi, en termes de formation, en termes de renforcement de capacité et en termes aussi de pérenniser les acquis que nous avons avec ces communautés. Si on a pu réaliser depuis 2014 5 réalisations et jusqu'à aller à une sixième réalisation en allant vers l'Ompoul, c'est parce qu'on a pu trouver des autorités locales qui nous ont accompagnés. Cette visite de la délégation du Haut Conseil des collectivités territoriales permettra de faire des recommandations destinées aux autorités. En politique, élection présidentielle, le parrainage modifié. Les acteurs politiques présents au dialogue national sont tombés d'accord. Le pourcentage du parrainage revu à la baisse, ce sera désormais entre 0,6 et 0,8% pour le scrutin fixé au 25 février 2024. Autre nouveauté, le parrainage des élus. On parle désormais de parrainage optionnel. Madi Diop, qu'est-ce que cela signifie exactement? Longuement discuté lors du dialogue politique, le parrainage optionnel sera désormais appliqué lors de la présidentielle de 2024. Les pôles de la majorité de l'opposition, des non-alignés et de la société civile ont donné leur accord de principe quant à la mise en œuvre du parrainage optionnel. Ce parrainage alternatif permettra aux candidats de se faire parrainer soit par le citoyen ou par les élus. Toutefois, les conseillers du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental sont exclus des élus pouvant parrainer un candidat. Ce nouveau système de parrainage sera appliqué après la modification du code électoral lors de la présidentielle de 2024 avec une caution plafonnée à 30 millions de francs CFA. Les différentes parties prenantes du dialogue ont également dégagé une position consensuelle sur la révision à la baisse de la fourchette de 0,8 à 1% de parrain actuellement en vigueur exigé par le code électoral. À la place, les acteurs du dialogue politique ont validé la proposition de la majorité présidentielle d'appliquer une fourchette de 0,6 à 0,8% pour le parrainage citoyen, un compromis trouvé en attendant l'accord du président de la République. Madi Diop, Maître Ngagne Demba Touré fait ses valises. Il quitte donc le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, direction Matam. Le greffier et membre du parti PASTEF a été affecté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Un vaste mouvement a donc eu lieu dans les tribunaux de grande instance. Donc un mouvement qui a été fait par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. 150 agents des collectivités locales sélectionnés dans les communes et les différents services du département de Guédiawaye. Ils ont été formés dans la transformation digitale. Objectif, mieux outiller ces agents dans ce domaine. Je vous propose d'écouter les explications de Babacar Silla. Il est manager général donc, de Sénégal Service à Guédiawaye. C'est un projet pilote en gender, mainstreaming et transformation digitale des organisations, des collectivités territoriales. Donc cette formation est destinée à former les agents des collectivités territoriales du département de Guédiawaye. Il s'agit de 50 apprenants qui ont été sélectionnés dans les communes, la préfecture, les sous-préfectures, le FERA et tout autre service qui sont dans le département de Guédiawaye. Le but recherché, c'est la mission principale de Sénégal Service, c'est d'outiller les agents des collectivités territoriales afin qu'ils puissent d'abord adopter des plaidoyers dans la dimension gender sur les politiques publiques, mais aussi de permettre à ces collectivités-là de pouvoir adopter en quelque sorte une transformation digitale des services. Je pense que la dimension genre, en fait,
c'est un aspect très important aujourd'hui dans les politiques publiques. Non seulement ça permet de stabiliser la position de la femme dans l'administration, mais aussi ça permet aussi aux élus d'adopter en fait une position un peu plus transversale pour transcender aujourd'hui les questions liées à tout ce qui est développement et politique publique. Dans l'actualité internationale, la délégation africaine a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Dans le cadre du processus de négociation entre l'Ukraine et la Russie, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé l'Ukraine et la Russie à la désescalade. Le président Macky Sall, de son côté, a rappelé le principe qui, selon lui, sera le pilier de ce dialogue. Il rappelle également que l'Afrique est venue donc avec des sujets à aborder pour tenter d'arriver à cette paix. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Cette mission est une mission de bons offices, pour le moment. Nous sommes venus écouter. Nous sommes venus avec la volonté de parler avec le président Zelensky, considérant l'appréciation que nous avons faite du plan de paix qu'il a déjà proposé, son plan de paix, en 10 points, sur lequel nous avons vu des convergences, sur lesquelles nous pouvons bâtir une démarche. La première convergence, c'est l'acceptation par tous du principe de la souveraineté des États et du respect des frontières de tous les États. À partir du moment où cette convergence, nous l'avons avec son plan, le reste, nous estimons devoir poser des discussions avec lui et avec la partie russe. Le reste, c'est les questions humanitaires, c'est la question des prisonniers, la question des enfants, c'est la question des céréales. Mais nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que l'Afrique est venue avec son plan de paix. Je crois que c'est peut-être dans la traduction, nous en avons longuement discuté à l'intérieur et tous nous avons dit, nous venons écouter, nous venons aussi dire, Monsieur le Président Zelensky, nous comprenons. Vous l'avez compris, place à présent à votre rubrique Portrait du jour. La rubrique Portrait du jour par la rencontre de Alioune Badara Diallo, un amoureux de l'élevage, un passionné. Donc il tient, donc une passion plutôt qu'il tient de son père. Et depuis 15 ans, il s'active dans ce domaine entre sa passion et son métier de peintre. Alioune Badara Diallo donc gère bien son emploi du temps. N'est-ce pas, Mme Senou Babou? Peintre de formation, éleveur par passion, Alioune Badara Diallo et l'élevage, c'est une histoire d'amour de plus de 15 ans, une passion qu'il tient de son père. En t-shirt et pantalon, bâton à la main, il veille sur ses bêtes qu'il traite comme des humains. Et pourtant, c'est avec 25 000 francs qu'il a démarré son business. Les débuts sont toujours difficiles. Nous avons débuté avec 25 000, 30 000 francs pour acheter un mouton dans les régions. Nous étions 4, chacun achetait puis revendait les moutons. Nous faisions très souvent ça et on s'est ainsi fait un nom dans le milieu. Et les grands éleveurs nous soutenaient dans la vente. Célibataire, sans enfant, l'éleveur de 49 ans a arrêté ses études en classe de seconde pour sa passion. Aujourd'hui, les fruits tiennent la promesse des fleurs. Nous arrivons à nous en sortir, c'est juste une question de passion, après le reste vient facilement. J'arrive à subvenir à mes besoins et soutenir ma famille grâce à ce métier. Je ne me plains pas. Nous avons une quarantaine de moutons et les prix varient entre 100 000 et 600 000 francs. Allier la peinture et l'élevage, une merveilleuse chose pour lui. C'est facile. C'est avec l'argent de la peinture que nous achetons les moutons. Si nous ne faisons pas de peinture, nous ne pourrons pas en acheter. Donc il faut que j'aille travailler au chantier. Comme ça, avec cet argent, je pourrai faire une opération tabaski. Les mêmes clients vont acheter. Son ambition à lui, c'est d'avoir une entreprise de vente de peinture, mais également une ferme pour élever toutes sortes d'animaux.
Je souhaite avoir ma propre entreprise de peinture et BTP. Beaucoup de personnes me soutiennent et j'ai foi. Quant à l'élevage, je voudrais avoir une ferme vers Mbour, Thiès. Élever tout ce qui est moutons, vaches, pigeons voyageurs. Grâce à son élevage et notamment ce qu'il gagne durant la période de Tabaski, il parvient à subvenir à ses besoins, mais également à celui de sa famille. Dans son enclos s'y trouve une quarantaine de moutons, dont le plus cher est à 600 000 francs CFA. Tout de même, sa principale préoccupation reste la cherté des aliments. Mme Seynabou Babou, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.